va commencer pour ce début d'après-midi à parler un petit peu de Yubico et du mode Smart Card. Donc, pour rappel, Smart Card ou PIV, donc, qui signifie Personal Identity Verification, c'est basé sur la norme FIPS 201, qui est une norme du gouvernement fédéral des États-Unis. Et FIPS 201 ainsi que certaines spécifications de NIST décrivent les parties techniques de PIV ainsi que les spécifications des algorithmes crypto et des tailles de clés à utiliser. Donc, il permet des opérations de signature, chiffrement RSA ou ECC à l'aide d'une clé privée stockée sur une carte à puce via des interfaces communes comme PKCS11, entre autres. La norme a beaucoup de détails techniques et la YubiKey doit suivre ces détails techniques pour être conforme, ce qui signifie que la longueur de la clé est pour les clés RSA maximum de 2048 bits et des détails similaires pour les courbes elliptiques. Donc les certificats sont également stockés dans des emplacements en fonction du but, dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc quels sont les challenges qu'on rencontre aujourd'hui avec les smart cards? Déjà, on a la complexité, c'est-à-dire un besoin de serveurs de clés multiples, donc des PKI, redondantes de préférence, de type de clé de serveur de certificat, en particulier pour les CMS tiers. Et la croissance de l'environnement PKI ajoute des responsabilités de gestion, des tâches de création de politique, de cycle de vie, l'installation de pilotes spécifiques aux fournisseurs pour les lecteurs et les cartes. Ensuite, on a évidemment le coût, c'est-à-dire que à mesure que l'environnement gagne en complexité, la techno, la gestion, les coûts de main-d'œuvre augmentent en conséquence. Et on a aussi évidemment les cartes, les remplacements de cartes, les lecteurs de cartes à puce qui sont coûteux. Et sans parler de la mise à jour des pilotes et des systèmes de gestion de certificats tiers. Et on a aussi un problème de scaling, un challenge de scaling, parce que au-delà des limites de l'entreprise, la mode Smart Card est difficile à étendre pour inclure les partenaires, les souscripteurs, etc. Donc, comment est-ce que le mode PIV de la YubiKey nous aide dans certains de ces challenges? Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va retrouver ce même mode qu'on retrouverait en fait avec de la Smart Card classique, c'est-à-dire une autorité de certification qui tourne, un Active Directory, on-premise ou peu importe, puis ensuite des employés qui viennent avec leur YubiKey qui contiennent des certificats à venir se loguer, que ce soit pour de l'ouverture de session, de l'accès VPN, des accès PAM type SSH, etc. Et tout ça avec donc, voilà, le schéma classique d'une PKI. Et ici, un petit logo qui est une Yubi HSM dont je parlerai en fin de workshop, qui est une brique complémentaire pour sécuriser non pas les clients cette fois-ci, mais les serveurs. Donc voilà, ici simplement, encore une fois, ce sera surtout utile quand je vous enverrai le PDF du workshop, un petit glossaire des acronymes qu'on va pouvoir retrouver dans le monde des certificats. Donc voilà, rien de. Enfin, si vous avez des questions sur certains de ces acronymes, je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Mais autrement, on reste sur du basique. Donc, qu'est-ce qu'une carte à puce dans le style YubiKey? Donc, comme j'ai dit, on va suivre la norme PIV spécifiée par le NIST, c'est la SP 873.3 pour information, et elle va générer et stocker des clés crypto privées et leurs clés publiques associées sous forme de certificat X509 dans un environnement inviolable. Donc, on va prendre en charge l'authentification PIV, la signature, la gestion de clés et l'authentification par carte, c'est-à-dire des ouvertures physiques, du follow me, d'imprimantes, etc. On peut l'utiliser à travers des interfaces USB ou sans contact via NFC. Et donc, la carte à puce YubiKey est organisée en emplacements, donc qui contiennent des clés privées et certificats. Donc, on va avoir le slot 9A, qui est, bon, alors là, ce sont les noms officiels de Yubico, enfin plutôt du NIST, le PIV Authentication. Donc, le PIV Authentication, c'est typiquement
le slot sur lequel le certificat va atterrir quand vous allez vouloir faire de l'ouverture de session. Ensuite, on a celui de la signature digitale, donc la signature de mail, même si vous pouvez passer par OpenPGP, déchiffrement de disque. En 9D, on a la key management. Donc ici, un utilisateur ne pourra pas vraiment stocker de certificat. En fait, c'est plus... Alors si, on pourrait en l'occurrence, mais c'est un emplacement un petit peu particulier parce qu'en fait, c'est la clé qui vous permettra d'effectuer les dérivations et surtout, la clé qui va permettre d'effectuer des actions administrateurs sur les clés, sur les YubiKey. Donc, c'est important de le mettre en place pour que les utilisateurs n'aient pas accès à certaines fonctionnalités. Et enfin, le card authentication qui est ce qu'on peut stocker pour pouvoir faire de l'ouverture physique. Et la key attestation, on en a parlé un petit peu, on stocke pas vraiment de certificat dessus. En tout cas, les utilisateurs ne peuvent pas le faire, c'est le certificat d'attestation qui prouve que cette clé est authentique et c'est ce qui va nous servir également pour faire de la restriction de clé comme on a pu le voir un petit peu avant sur Azure. Il faut aussi savoir qu'il y a une partie des slots qui s'appelle 82, 95 qui sont en fait les retired keys, c'est-à-dire que lorsque les certificats ont expiré, ils atterrissent là pour pouvoir dans le futur continuer à déchiffrer un ancien fichier, par exemple. Donc les outils Yubico peuvent utiliser les slots, d'autres logiciels nécessitent un développement autour de ça pour prendre en charge le cas d'utilisation donnée. Mais autrement, les solutions nativement savent aller chercher dans les slots des YubiKey les certificats. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de programmation à faire autour de ça, de customisation. Donc, à quoi ça ressemble une architecture smart card? Donc, on va avoir le côté client en vert, le côté back-end en orange et le côté rouge qui est le back-end sécurisé, c'est-à-dire ce qui va stocker les secrets. Donc, en vert, on va retrouver la clé, on va retrouver la connectique, on va retrouver le poste, on va éventuellement retrouver des drivers. Côté serveur back-end, on va retrouver l'Active Directory, l'autorité certification et le KSP associé. Et on peut diviser ça en une troisième partie qui serait le stockage des clés privées des PKI dans un élément sécurisé et pas sur le KSP Microsoft, à savoir sur une HSM. Donc, quels sont les cas d'usage les plus courants qu'on va retrouver autour du PKI? Donc, on va retrouver l'ouverture de session, bien sûr. Donc là, depuis très très longtemps, c'est supporté. Je crois que ça existait déjà sous Windows 2000. Donc, ce n'est pas une nouveauté chez Microsoft, la Smart Card, il faut en faire depuis très très longtemps, mais évidemment, en fonction du niveau fonctionnel des modèles de votre PKI, vous allez avoir des fonctionnalités supplémentaires. Donc, voilà. Ensuite, on va retrouver des cas d'usage VPN aussi, énormément, de moins en moins, mais tout de même, parce que les éditeurs se dirigent plus vers du FIDO maintenant, pour les plus en retard d'entre elles de l'OTP. Mais actuellement, il y a énormément de VPN qui utilisent encore de la smart card, qui est l'un des moyens les plus courants de pouvoir faire du 2FA sur un VPN. On va retrouver le RDP. Et là encore, un avantage à utiliser de la smart card, c'est que Microsoft intègre nativement l'authentification smart card pour faire des connexions RDP. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. Du VDI, donc là, à travers du Citrix, par exemple, on va pouvoir utiliser la smart card pour venir faire sa connexion distante, des password managers, des sites web, même si c'est peu fréquent, c'est plutôt des sites web intranet où on pourrait venir utiliser la smart card et SMIME. Donc, il existe 3 façons principales de fournir des cartes à puce aux utilisateurs, à savoir en libre service, à la place de l'utilisateur, c'est-à-dire fait par les administrateurs, ou via CMS. Chaque façon a bien sûr des avantages et des inconvénients, et je vais juste les mentionner brièvement. Pour l'auto-enrôlement, c'est effectué par l'utilisateur lui-même à l'aide de la YubiKey. Ça, c'est ce que je vais montrer juste après en démo. Il faut faire confiance
comment dire, il faut faire confiance à l'utilisateur pour l'enrôler. Alors, dans tous les cas, il le fera, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas le contrôle physique de la personne. On a aussi le on behalf, donc à la place de l'utilisateur. Donc là, on va avoir besoin d'un service d'assistance ou d'un autre service où l'utilisateur doit se rendre pour obtenir la carte à puce et l'identifier avec peut-être plus qu'un simple mot de passe. Et l'outil CMS qui aide l'utilisateur dans le processus, ainsi que pour le cycle de vie. Donc ça nécessite cette fois-ci un logiciel sur tous les ordinateurs des utilisateurs et ça a un coût évident de licence en fonction de la CMS, mais c'est plus pratique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la partie Smart Card avant que je commence la démo? Non. OK. Dans ces cas-là, je vais lancer mon lab, qui est déjà lancé d'ailleurs. Très bien. Et ici, comment ça va se passer? Donc là, tout ce que j'ai fait moi sur mes machines, c'est avoir des postes qui sont intégrés au domaine, une PKI qui a été installée, c'est-à-dire simplement son nom. Il n'y a eu aucune configuration de fait sur ces PKI. Et c'est à peu près tout. Donc là, en fait, je vais faire la configuration de A à Z et vous allez voir que ça reste assez simple. Là, évidemment, c'est une mise en place sans demande particulière en termes de customisation, mais vous allez au moins voir avec quelle configuration minimale est-ce qu'on peut faire fonctionner la smart card à travers une PKI qui, dans mon cas, est un serveur ADCS Microsoft tout simple. Donc, on va déjà commencer par se rendre dans les modèles de certificat de sa PKI. Donc, on en a déjà plusieurs par défaut chez Microsoft. Et je vais tout simplement prendre celui qui existe, qui s'appelle Connexion par carte à puce, et dupliquer ce modèle. Je vais lui donner un nom. Je vais lui dire que je passe par l'Active Directory pour les authentifications de certificats. Dans les compatibilités, c'est ici que je vais pouvoir finalement modifier le niveau fonctionnel en fonction des machines qui sont sur mon poste. Dans mon cas, j'ai du Windows 10 et j'ai l'Ascent Server 2016. Dans le traitement de la demande, je vais lui dire que le but, c'est bien de la signature et du chiffrement. Je lui dis que je vais inclure les algos autorisés par le sujet, c'est-à-dire la YubiKey. Je ne vais surtout pas cliquer sur renouveler la même clé parce que ce n'est pas une bonne pratique. Je vais lui dire que pour le renouvellement automatique des certificats, je vais utiliser la clé existante si la création n'est pas possible pour essayer de ne pas bloquer l'utilisateur. Et surtout, je vais demander à l'utilisateur pour l'inscription. Ça, c'est une prérogative indispensable quand on veut faire de la smart card en YubiKey parce qu'on va avoir le code PIN à entrer. Donc, on ne peut pas le faire en sous-marin, comme on pourrait le faire sur du certificat sur des KSP Microsoft. Là, on est obligé de le faire. Ensuite, partie chiffrement. Donc, c'est ici que je vais venir dire où va atterrir ce certificat. Donc voilà, RSA 2048. Et va utiliser le Microsoft Smart Card Key Storage Provider. C'est le nom de Microsoft pour les lecteurs physiques. Je vais mettre un petit peu de sécurité avec un niveau de hash correct. Dans la sécurité, je vais venir, alors moi j'ai essayé de faire ça un peu proprement, j'ai créé un groupe de sécurité utilisateur pour tous ceux qui seront concernés par l'authentification Smart Card. Je vais leur dire qu'ils peuvent lire, inscrire et inscrire automatiquement des certificats. Et mon template est terminé. Ça, c'était la conf qui avait à faire une fois pour que la Smart Card fonctionne. Maintenant, on va venir déployer ce certificat. Donc, j'ouvre mon autorité de certification. Je vais dans les modèles de certificat.
Je lui dis que je vais délivrer un nouveau modèle de certificat, à savoir celui que je viens de créer, UbiquoSC. Vu que je n'ai pas 8 heures à attendre, je vais updater mes CRL dès maintenant. Et c'est terminé sur la PKI. Il n'y a rien d'autre à faire. On va passer maintenant sur l'Active Directory. Et sur l'Active Directory, je vais venir, dans un premier temps, éditer mes stratégies de groupe, puisque dans mon cas, je vais faire de l'auto-enrôlement. C'est-à-dire que je vais me déléguer la tâche aux utilisateurs de venir enrôler les certificats. Comment ça se passe? Donc, encore une fois, j'ai mon OU utilisateur PIV qui contient tous les utilisateurs qui seront concernés par le PIV, à savoir dans mon cas Alex. Je vais créer un objet que je vais appeler auto-enrôle, comme ça c'est au moins assez explicite. Je vais venir la modifier. Et je vais venir dans la configuration utilisateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité, clé publique, venir autoriser les stratégies d'inscription de certificats et les inscriptions automatiques également. Donc ici, je coche bien que je renouvelle les certificats expirés, que je les mets à jour, enfin que je mets les certificats, mettre à jour le certificat en attente et supprimer les certificats révoqués et mettre à jour les certificats qui utilisent les modèles de certificats. Donc là, je vais encore m'alléger de la tâche d'administration en faisant ça. Et je peux cliquer sur Appliquer. Et pour la GPO, c'est terminé. Voilà, je vais simplement venir, parce qu'encore une fois, je n'ai pas 8 heures à attendre, enregistrer mon domaine contrôleur auprès de ma PKI pour qu'elle puisse faire de l'authentification de certificats. Donc là, ce sera un compte d'ordinateur. Dans la partie personnelle, ici, j'en ai un par défaut, pour information, mais il n'a pas le rôle qu'on cherche, c'est-à-dire ouverture de session par carte à puce. Donc là, je vais aller le chercher pour cette raison. Donc, je requête un certificat. Celui qui m'intéresse, dans mon cas, c'est l'authentification du contrôleur de domaine, à savoir aussi que depuis Windows 2012, vous pouvez utiliser le template authentification Kerberos qui doit également fonctionner. On l'enrôle et c'est terminé pour la configuration PKI en smart card pour YubiKey, quand ce sera terminé de s'inscrire. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant la démo de ce qui se passe, je peux y répondre. Voilà, là c'est terminé et on voit bien que celui que j'ai ajouté contient le rôle qui va m'aider à pouvoir faire authentifier mes utilisateurs qui se connectent en carte à puce. Partie Windows 10, c'est-à-dire utilisateur. Actuellement, il n'a aucun certificat d'enrôlé. Je vais juste venir vérifier quelque chose que je n'ai pas fait avant pour être bien sûr que je n'ai pas déjà des certificats avec tous les tests que j'ai pu faire ces derniers temps. Et bien, si, j'ai bien fait. Hop. Tac. Voilà. Je vais venir me connecter normalement à l'utilisateur. Je vais venir brancher ma YubiKey au poste. Et normalement, j'espère ne pas avoir à redémarrer le poste suite au GPO, mais je vais avoir dans la barre des tâches un pop-up de certificat qui va apparaître et qui est le certificat que j'ai déployé avec mon template. Donc en fait, là, j'ai tout fait pour l'utilisateur. Tout ce qu'il a à faire, c'est de cliquer dessus. Parfait, il est là. Tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est de cliquer dessus. Tout a été fait par vous en amont, c'est quand j'ai été dans les traitements de la demande, etc. Et il a simplement à venir cliquer dessus. Tout est fait. Donc là, il lui dit simplement, bon là, c'est plus pour vous que ça peut aider à la limite en termes de debug. Il va vous donner le nom du template
qui va être intégré, qui va être requêté. Donc là, c'est bien UbiQoSC, on est d'accord. Je dis que je l'inscris certificat, et là, j'ai le code PIN. Donc c'est le code PIN de ma smart card que je vais entrer pour venir autoriser l'enrôlement des certificats. D'ailleurs, pour information, par défaut, le mot de passe, le code PIN, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les smart cards. Je l'entre, et vu que c'est le bon code PIN, je vais autoriser l'inscription sur la YubiKey. Donc ça peut prendre quelques secondes en fonction de la qualité du réseau et surtout des ressources. Alors moi, là, j'ai un peu de VM qui tourne, donc voilà, et l'opération est réussie. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici si je prends un outil comme Yubico Manager qui me permet en fait de venir explorer un peu ma YubiKey, qui n'est pas du tout nécessaire pour l'utilisateur, mais qui pour vous peut être utile. Je vais dans la partie PIV et je vois en fait que j'ai eu le certificat d'enrôlé. Donc on est bien le 6 octobre. Pour le subject name, c'est-à-dire mon nom complet d'utilisateur LDAP, et est délivré par qui, c'est-à-dire mon ADCS. Donc à partir de ce moment-là, tout est fait, et vous avez vu, c'est sur le slot 9A, le slot d'authentification. Maintenant que tout est fait, eh bien, l'utilisateur peut venir se connecter avec une smart card sans aucun problème, et surtout sans mot de passe. Donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble en fait exactement à ce que vous avez pu voir en FIDO 2, c'est-à-dire j'entre la clé code PIN et je suis logué. Donc là d'ailleurs, on reconnaît l'UPN qui est ressorti automatiquement en ayant lu la smart card de la YubiKey, et je suis logué de cette manière-là. Voilà, c'est pour ça que c'est très similaire à FIDO 2 pour l'expérience utilisateur. Évidemment, derrière, ce n'est pas la même chose. Il y a une PKI à maintenir dans le cas de la smart card et pas dans le cas de FIDO 2. Mais ça fonctionne, en tout cas pour l'utilisateur, de la même manière. Voilà pour la partie démonstration smart card. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'options GPO qui sont disponibles quand on fait de la smart card, comme par exemple le fait de pouvoir forcer l'utilisation de la smart card, parce que vous avez vu, là, je pouvais encore rentrer mon mot de passe si je voulais. On a la possibilité de forcer la smart card si on va sur son utilisateur, hein, par exemple, pour ne vous montrer qu'une fonctionnalité qui est intéressante. Dans la partie compte, ici, je peux forcer l'utilisation de la carte à puce pour ouvrir la session. Ça, c'est possible. On a aussi des GPO qui nous permettent de dire que si jamais la clé est arrachée du poste, la session se verrouille automatiquement ou la session se déconnecte automatiquement. Les deux sont possibles. Donc ça aussi, ce sont des fonctionnalités qui sont plutôt sympas et qui sont assez fréquemment demandées par les clients. Voilà, alors je reviendrai plus tard dans ce lab, un peu à la fin du workshop, pour la partie HSM, pour venir sécuriser, en fait, parce que là, le truc, c'est que ma clé primaire de PKI est sur mon serveur. Et il faut savoir que c'est assez facile, en fait, de les extraire. Dans le monde Microsoft, c'est facile d'extraire des clés privées. Et donc, avec la HSM, on reviendra sur ce lab et on viendra faire la migration de la clé primaire de la DCS vers la UbiHSM pour retrouver l'architecture en 3 tiers qu'on avait lors du slide précédent que je vous avais montré. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, comment ça se passe lors de l'expiration du certificat côté ADCS? L'utilisateur doit-il faire un nouvel enrôlement de la carte? Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez coché tout ce que j'ai coché. Et dans ces cas-là, dès que le certificat expirera, il va avoir un pop-up qui va lui demander son code PIN pour pouvoir venir renouveler ce certificat. Et avec les options également que j'ai cochées, si jamais ça ne se passe pas ou ça se passe mal, il faut savoir que j'ai coché qu'on pouvait renouveler le certificat avec la même clé. Ce qui fait que si ça se passe mal, je vais garder la même clé privée pour renouveler le certificat. Ce qui fait que je n'ai pas besoin d'autorisation particulière pour pouvoir faire ça. Et Charles, je valide mon utiliser cette fonctionnalité. Eh ben, heureux de l'entendre, et je te confirme que ça marche très très bien et on fait énormément d'avant-vente autour de ce cas d'usage parce que
Évidemment, même si aujourd'hui beaucoup de personnes parlent de cloud, hein, et Yubico ne fait pas exception, on a encore beaucoup de clients, sans parler des entités gouvernementales ou un petit peu touchy, où c'est même pas envisageable d'avoir même une connexion Internet. On a encore énormément de personnes qui ont de l'Active Directory en premise, il y en a qui vont le rester encore très longtemps, donc c'est un cas d'usage qui a encore de beaux jours devant lui. Voilà, Benjamin, j'espère avoir répondu à ta question. C'est bon, merci. Ok. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est moi, Fabrice, juste une aparté, même si on ne nous a pas posé la question. Si le code PIN par défaut, comme le disait Dorian, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, je ne sais pas si c'est ça que tu as dit, sachez que voilà, certains de nos partenaires peuvent pousser en MSI. Alors, nous, on n'a pas forcément l'info, mais l'obligation pour l'utilisateur de changer son code PIN à la première connexion. Oui, après, effectivement, il y en a qui se sont amusés comment je dirais, hors outil d'Ubico à venir scripter le fait de forcer le changement de code PIN. Voilà. Parce que ça, il faut savoir que contrairement à FIDO2, la smart card, on ne force pas. Parce que vous avez vu, j'ai reset ma partie smart card juste avant le test. On ne force pas actuellement, en tout cas, le changement de code PIN à la première utilisation smart card, contrairement à FIDO2. Donc, il y en a effectivement qui ont implanté des outils pour être sûr que les utilisateurs changent les codes PIN par défaut. C'était juste un détail. Ouais, c'est un détail important, tu as raison. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions pour le moment. Ok. Bon, on va continuer. Donc ici, bon, en fait, c'est exactement ce que je vous ai montré, hein, ce que je vous ai montré en live. C'est-à-dire, on branche la clé code PIN et on est logué. Alors, chose que je n'ai pas montré, par contre, sous Mac, il faut savoir qu'on a exactement la même fonctionnalité. On a la même fonctionnalité, donc on peut faire de la smart card avec des comptes locaux. Et on peut le faire aussi avec des utilisateurs LDAP à travers un connecteur dont le nom m'échappe pour pouvoir venir faire de la CSR et tout ce qui va bien pour faire de la smart card avec des utilisateurs Active Directory sous Mac. Pas de souci avec ça. Donc, il y a aussi le SSO Azure, hein, qui va permettre de se connecter à des apps à partir d'un portail protégé avec FIDO2, au cas où les éditeurs cibles ne supportent pas FIDO2. Encore une fois, donc on vient à l'IDP, où de plus en plus de solutions qui ne souhaitent pas implémenter FIDO2 en leur sein pour le moment, comme Fortinet qui ne le fera que l'année prochaine, et font cette délégation SAML pour venir s'authentifier via Azure ou directement derrière le portail applicatif Azure. Sachant qu'on peut également aussi faire de la smart card quand on est Azure, il n'y a pas de souci, ça marche très bien également. Quelques tools, donc je vais le rappeler, mais Yubico a un repository GitHub qui est très fourni, qui est mis à jour très régulièrement, où il y a toujours des nouveaux outils qui sortent si vous avez des demandes un peu particulières, des fonctionnalités qui sont demandées, etc. Sachez qu'il y a des outils qui sortent tout le temps sur ce repo, qui sont maintenus, et des outils standards pour vous, pour venir manager des clés comme le YubiKey Manager que j'ai montré. Des outils un petit peu plus pointus comme le Yubico Pif Tool, par exemple, qui vont vous permettre d'affecter certaines politiques aux clés. Et également un mini driver. Donc un mini driver qui a été créé par Yubico, non pas qu'il soit obligatoire, mais dans la plupart du temps, les parcs clients sont hétérogènes. Et donc, venir déployer ce mini driver MSI en GPO, par exemple, va permettre de s'assurer que tous les postes du parc auront le même niveau de fonctionnalité. Voilà, simplement. Même si pour les derniers builds, par exemple, de Windows 10, il n'y aura pas forcément grand intérêt à déployer le mini-driver, mais peut-être qu'à côté de ça, il va y avoir un Windows 7 SP2 qui tournera, et donc là, le mini-driver sera utile parce qu'on on aura le même niveau de features sur les deux machines. Simplement pour homogénéiser le niveau de features, le niveau fonctionnel du parc.
Donc, si vous souhaitez sécuriser un Mac avec une carte à puce, donc il y a le bouton configuration pour Mac en haut, et il se comporte d'une manière, par contre, un peu différente de la génération de certificats qu'on a fait auparavant. C'est-à-dire qu'on va devoir ajouter une management key, sachant que normalement, vous utilisez celle par défaut sur la YubiKey. Et ensuite, vous devez entrer le code PIN pour l'application qui utilise ce smart card et retirer, réinsérer pour commencer le pairing. Ça, c'est comment ça se passe quand on enrôle un certificat sous Mac. Concernant le mini driver, je vais faire une petite aparté là-dessus. Donc déjà, bon, qu'est-ce que c'est un pilote, hein, pour reprendre un peu à la base. Donc un pilote, c'est un logiciel qui va permettre au matériel de parler au système d'exploitation. Donc c'est la couche intermédiaire. Dans le dernier système d'exploitation Windows, c'est-à-dire Windows 10, lorsque vous branchez un appareil comme un téléphone, le Microsoft Windows Update extrait automatiquement le pilote pour lui permettre de fonctionner. Donc les éditeurs peuvent écrire des mini-drivers pour présenter une interface cohérente pour leur type de carte à puce envers diverses applications. Donc la fonctionnalité d'un mini-driver PIV est soigneusement définie afin que le code dépendant de la carte soit simple à implémenter, facile à vérifier fonctionnellement, plus facile à maintenir puisque la plupart des opérations crypto complexes sont cachées dans la bibliothèque de base, le CSP de base ou par son nouveau nom, le KSP. Donc ce type d'architecture est à la base des techniques de programmation modernes et des best practices en la matière. Le mini-driver tire aussi partie de l'infrastructure de Microsoft Windows Update, où des correctifs de sécurité peuvent être appliqués à la bibliothèque de base sans affecter le mini-driver. Et inversement, un CSP ou un KSP spécifique à l'éditeur peut être développé et l'éditeur écrit la bibliothèque entière, gère une logique plus complexe et perd la plupart des avantages que j'ai dit. Dans ces cas, en général, les bibliothèques deviennent propriétaires. Voilà, encore un petit peu de documentation. Encore une fois, vous les retrouverez lorsque j'enverrai le PDF du workshop à la fin du cours. Il n'y a pas de souci, vous aurez le temps de tout feuilleter tranquillement à travers le fameux URL developers.yubico.com qui contient une documentation très riche sur les protocoles, si ça vous intéresse, d'approfondir un petit peu. Pareil pour Mac.